Alors après avoir vu chapitre 1, le système nerveux avec un acte involontaire, un mouvement involontaire, un réflexe, chapitre 2, système nerveux, mouvement volontaire, le cortex, le cerveau, chapitre 3, le muscle et la façon dont il se contracte avec de l'actine, de la myosine, etc. On arrive au dernier chapitre, muscle et énergie. On a vu dans le chapitre 3 qu'il y avait besoin d'une molécule support d'énergie qu'on appelle l'ATP. Maintenant, il faut parler de cet ATP. Donc voilà le cours que vous avez, hein, qu'on va compléter, légender, enfin annoter, etc. Donc moi, vous allez voir les différentes diapos défiler. Je mets le cours de côté et je lance le diaporama. Donc grand 1, l'ATP, molécule libératrice d'énergie dans la cellule, elle est produite selon deux métabolismes principaux, et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, les métabolismes. Pour l'instant, si on présente cette molécule, vous voyez que elle est formée d'un radical qu'on appelle l'adénosine, et puis de trois phosphates qui sont accrochés l'un à l'autre. Adénosine, triphosphate, ATP, adénosine, triphosphate. Et ce qu'il faut que vous compreniez, j'ai beaucoup insisté là-dessus en présentiel pour ceux qui étaient là, c'est que l'énergie, en fait, ce sont des liaisons chimiques. Et notamment, c'est cette liaison chimique qui est en jaune ici, qui va être très fragile, très instable et capable donc de se casser pour libérer de l'énergie. Et si on libère de l'énergie, si on enlève un phosphate, on obtient de l'adénosine diphosphate, plus un phosphate tout seul. Et le phosphate tout seul, on l'appelle PI. Évidemment, ça libère de l'énergie pour la cellule. Molécule très instable. Et donc, on va dire le revers de la médaille, c'est que si elle est très instable, elle se dégrade très facilement en ADP, et il faut sans cesse la renouveler. Voilà. Là, vous avez la molécule avec les atomes qui sont représentés, bon, peu importe. Nous, on retient 3 phosphates, 2 phosphates, ATP donne ADP plus P, plus énergie, et ça marche dans l'autre sens. Si on apporte de l'énergie à de l'ADP plus P, elles peuvent recréer cette fameuse liaison phosphate là, qui est très riche en énergie pour redonner de l'ATP. Alors comment les deux métabolismes, hein, on les connaît au moins un, vous en connaissez au moins un, c'est la respiration. Vous avez vu en seconde que du glucose, on prend le glucose comme exemple, c'est 6H12O6 plus de l'oxygène, du dioxygène, donne du CO2 plus de l'H2O plus de l'énergie. Ça c'était en seconde. Alors je n'ai pas équilibré la réaction chimique, 6 CO2 plus 6 H2O, puis là il faudrait mettre 6 O2. Bon voilà, on ne le fait pas, parce que quand on n'en a pas besoin, on ne le fait pas. Mais je sais que pour les chimistes, ça peut être un peu un blocage. Alors, on est en terminale, et au lieu de dire énergie, on va dire plus ATP, c'est-à-dire ça permet la formation d'une molécule qui s'appelle l'ATP. Alors évidemment, pour qu'il y ait quand même un bilan qui tienne la route au niveau de la réaction chimique, si j'ai de l'ATP sur le côté droit de la réaction, je dois mettre ADP plus P, plus PI, sur le côté gauche, pour que ça soit un peu cohérent. Donc ce métabolisme respiratoire, vous le savez, il a lieu en présence de dioxygène, donc c'est un métabolisme qu'on dit aérobie, il a besoin absolument strict de dioxygène, et on verra tout à l'heure que ça va permettre, pour une molécule de glucose dégradée, oxydée, ça va permettre de former 36 ATP. Il y a un autre métabolisme qui est utilisé par certaines de nos cellules, et puis par les bactéries, par des levures, enfin par plein d'êtres vivants, c'est d'utiliser du glucose, toujours, avec voilà, les éléments nécessaires pour produire de l'énergie. Et puis on obtient un résidu encore très riche en liaisons chimiques, mais bon, qui s'appelle par exemple l'acide lactique, et ça libère de l'ATP. Alors là, en général, ça en libère que 2. Par contre, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de dioxygène. Donc, on en reparlera tout à l'heure. Alors justement, on avait fait un TP en classe, hein, un TP hexao, où on avait mis en place des levures sans glucose. Au point numéro 1, on injecte le glucose et on mesure la teneur en oxygène du milieu, la teneur en éthanol. Pourquoi en éthanol? Parce qu'il y a une fermentation, que je vous ai parlé d'ici, d'une fermentation qui est dite lactique. Il y a aussi une fermentation qu'on connaît tous, la fermentation alcoolique. Et on a des sondes à éthanol. Alors on s'était aperçu que quand on injectait le glucose, au temps numéro 2, là, bon, il y a un petit artefact, hein, on modifie le milieu, donc il n'y a pas un dégagement d'oxygène en fait. Hein. Les levures ne dégagent rien, c'est simplement que c'est nous qui créons un artefact. Et puis dès qu'on leur donne du glucose, la teneur en oxygène diminue. Diminue, jusqu'à atteindre une valeur quasi nulle. Qu'est-ce qui se passe? Donc je vois une diminution. L'explication c'est simple, hein, le métabolisme qui est utilisé c'est celui-là.
diminution, consommation d'oxygène, de dioxygène, c'est la respiration. Donc en présence de dioxygène, les levures qui sont des champignons, respirent. Puis quand elles n'ont plus de dioxygène, et c'est ça leur particularité, ben elles vont quand même pouvoir produire de l'énergie, de l'ATP, en dégageant de l'alcool, c'est-à-dire qu'elles continuent à prendre le glucose, mais cette fois-ci elles le dégradent en alcool, en éthanol, et, ben, ça s'appelle la fermentation alcoolique. Voilà. Alors, dans votre cours, à la page 3, si je ne m'abuse, non, à la page 4 même, à la page 5, voilà. À la page 5, on arrive au grand 3, les mécanismes biochimiques de la synthèse d'ATP dans les muscles. Alors, on va se focaliser sur les muscles, mais en fait, on pourrait généraliser ça à n'importe quelle cellule. Vous savez que la respiration, puisqu'on parle d'abord de la respiration, elle se déroule dans un organite qui s'appelle une mitochondrie. Alors une mitochondrie, c'est une ancienne bactérie qui a été internalisée dans les cellules, une endosymbiose, donc c'est pour ça qu'il y a deux membranes. En 1, j'ai indiqué la membrane externe. En 2, j'ai indiqué la membrane interne qui fait des replis. Le repli numéro 4. En 3, j'ai indiqué le liquide à l'intérieur des mitochondries. Alors ce n'est pas du cytoplasme, le cytoplasme c'est à l'intérieur des cellules, mais les mitochondries sont à l'intérieur des cellules. Donc là on a en fait ce qu'on appelle la matrice mitochondriale. Voilà les termes. Et puis donc le repli, c'est vrai, j'oublie tout le temps, mais on ne l'appelle pas repli, on l'appelle crête. Voilà un autre schéma qui est peut-être plus joli. Alors je vais avoir besoin pour faire respirer ces mitochondries, puisque c'est elles qui sont le siège de la respiration, ben, je vais avoir besoin de glucose, puis on va faire intervenir, on va avoir une molécule qu'on appelle l'acide pyruvique, une autre molécule qu'on appelle NADH, et puis ben, forcément il y aura synthèse, production d'ATP. Alors on est parti. Ah, on accroche nos ceintures, il y a 3 réactions chimiques qu'il va falloir comprendre, vous avez ces documents dans le cours, à la page 6. Alors, elles ne sont pas toujours équilibrées, hein, ces réactions chimiques, mais ce n'est pas dramatique, encore une fois. Donc, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. Alors, déjà, le schéma de droite. Vous avez besoin d'un vaisseau sanguin, puisque c'est lui qui va vous apporter les nutriments qui vont rentrer dans la respiration. Alors, on met toujours le glucose, il n'y a pas que le glucose qui peut être respiré, mais on prend un exemple et puis on le comprend. Donc, vaisseau sanguin apporte les nutriments rentrent dans les cellules, la cellule musculaire ou n'importe quelle autre cellule d'ailleurs, c'est ce rectangle bleu pâle, et on rentre dans la cellule, donc là on est dans le cytoplasme. Et là il y a une première série de réactions chimiques qui se déroule, une première série de réactions chimiques qu'on appelle la glycolyse. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette glycolyse? On essaie de comprendre. Une molécule de glucose, donc 6 carbones hein, pour la molécule de glucose, va donner 2 acides pyruviques, CH3, CHO, COH. Donc ça c'est 2 acides pyruviques, c'est des molécules à 3 carbones. 2 fois 3 égale 6, le compte est bon. Mine de rien, j'ai cassé en 2 la molécule de glucose. Je vous rappelle que l'énergie elle est contenue dans les liaisons chimiques. Si je casse une liaison chimique, je vais pouvoir créer de l'ATP. Comment? Toujours pareil, hein. ADP plus P donne ATP. Donc le fait que le glucose se casse en deux, ça permet à de l'ADP plus P, à qui on apporte de l'énergie, de produire de l'ATP. 2 ATP produites. C'est bon, on a déjà expliqué comment une cellule synthétise de l'énergie, enfin de l'ATP qui est utilisable pour n'importe quoi, par exemple pour contracter les muscles. Mais ce n'est pas tout. Il y a cette autre molécule un peu exotique là, qui s'appelle NAD, puis ensuite NADH, plus H+. On va l'appeler le transporteur, un transporteur d'hydrogène. Là, il n'a rien à transporter, et puis là, il a accroché un hydrogène. Il a donc stocké de l'énergie. Je vous rappelle que les liaisons, c'est de l'énergie. Si je crée une liaison, c'est que j'ai stocké de l'énergie. Comment ça se fait qu'il a pu stocker de l'énergie? Il a fallu qu'il la trouve. Il l'a trouvé dans le glucose qui a été coupé en deux. Donc vous voyez que ce glucose coupé en deux permet de stocker de l'énergie dans l'ATP, ça c'était couru d'avance puisque c'est le but du jeu, mais ça permet de stocker de l'énergie dans une molécule intermédiaire, le transporteur d'hydrogène, TH, NADH. Appelez-le comme vous voulez. Enfin, en fait, on doit vous dire NADH, mais c'est tellement plus simple de dire TH. Et puis, il y a un hydrogène qui reste ici. Je ne veux pas dire qu'on s'en fout, mais on s'en moque. Voilà, on va dire comme ça. Donc, c'est ce qui est représenté, ici. Hein, 2 NAD. Alors après, il y en a 2, qu'il y en ait 2, qu'il y en ait 4, on s'en moque un petit peu. Il y a du NAD, du transporteur qui récupère de l'énergie. Vous avez un résumé. Alors évidemment, il y a des réactions d'oxydo-réduction, oxydation, réduction, perte d'électrons, gain d'électrons. Là, j'ai une perte d'électrons.
Pour ceux qui n'ont pas fait de chimie, c'est toujours des termes un peu exotiques, hein. Voilà, synthèse d'ATP en cassant des liaisons carbone-carbone. Vous cassez le glucose en deux, et du coup, ça vous permet de synthétiser de l'ATP et puis de stocker également de l'énergie dans ce transporteur. Deuxième réaction chimique qui se passe enfin dans les mitochondries, c'est ce qu'on appelle le cycle de Krebs. Alors c'est un gros tas de réactions chimiques où on regarde nous ce qui rentre et ce qui sort. Ben, ce qui rentre et ce qui sort, c'est nos acides pyruviques de tout à l'heure rentrent dans la matrice mitochondriale et on regarde ce qui se passe. Je vous rappelle que c'est des molécules à 3 carbones, hein, c'est marqué là. Elles sont cassées en molécules à 1 carbone. Pas besoin de vous dire que ça va former 6 CO2. 2 fois 3, 2 fois 3 carbones, ça fait 6 carbones, donc il y aurait 6 CO2. Je vous rappelle qu'elles ne sont pas toujours équilibrées, les réactions chimiques, puisqu'on s'en moque. En tout cas, moi ce que j'ai compris, c'est que si je casse des liaisons carbone, je libère de l'énergie qui va permettre de synthétiser des molécules énergétiques. Donc, ailleurs, on a compris, synthèse d'ATP, et puis synthèse de transporteurs hydrogénés qui récupèrent de l'énergie. C'est vraiment symétrique, je reviens en arrière, c'est vraiment symétrique à ça, hein. Je casse du glucose, ça me permet de stocker de l'énergie dans le transporteur, ça me permet de stocker de l'énergie dans l'ATP. Je casse l'acide pyruvique, permet la même chose. D'ailleurs avec le même bilan en termes d'ATP. Voilà, c'est résumé là, hein. On a toujours synthèse d'ATP en cassant des liaisons carbone. Troisième étape, c'est celle qui va se passer dans les chaînes respiratoires. Ça s'appelle la chaîne respiratoire au niveau des crêtes mitochondriales. Alors là, ça rigole pas, puisqu'on va avoir, vous le voyez, synthèse de 32 ATP. Mais qui intervient là-dedans? Ben, il n'y a plus rien à dégrader, hein. En termes de molécules carbonées, on en était au CO2, on ne peut plus rien faire. Donc l'étape 3, il n'y a plus que le transporteur. Ça y est, c'est lui qui va jouer un rôle. Le transporteur d'hydrogène qui est créé, il a cette liaison hydrogène qui ne demande qu'à se casser pour libérer de l'énergie. Eh bien allons-y, cassons la liaison hydrogène pour donner du transporteur sans hydrogène. Du coup, bah, l'ATP se forme. Alors là, vous voyez que ça rigole pas, puisqu'on a 32 ADP, 32 ATP qui sont formés. Alors l'hydrogène étant quelque chose, c'est pour ça que l'hydrogène étant, en l'occurrence, il va être à l'état ionisé, donc sous forme de proton, il est assez instable, il a besoin finalement de récupérer un électron, donc il va en fait se fusionner avec du dioxygène. Alors là aussi, ce n'est pas équilibré. Je sais bien que pour produire une molécule d'eau, il faut 2 hydrogènes et 1 oxygène. Donc en fait, il faudrait 2 années DH plus 2 années DH plus H plus O2 pour donner 2 H2O. Bon, peu importe. L'hydrogène de notre transporteur qui a été libéré, ben, il va servir à former de l'eau, qui est un déchet de la respiration, qui nous arrange bien puisque ça hydrate nos cellules. C'est un faux déchet finalement. Voilà. Alors si je fais le bilan des courses, 2 ATP produits dans le cytoplasme par la glycolyse, plus 2 ATP produits dans la matrice grâce au cycle de Krebs, plus 32 ATP produits au niveau de la chaîne respiratoire, tout ça pour une molécule de glucose que j'injecte dans le système, et ben on obtient 36 ATP par molécule de glucose oxydée. Voilà. Ah ben là c'est l'autre métabolisme, oui c'est ça, c'est l'autre métabolisme qui est donc dans votre cours à la page 7, hein. Alors je ne vais pas dire que je vais aller vite dessus, mais il y a plusieurs fermentations possibles, fermentation lactique, fermentation acétique, fermentation butyrique, fermentation alcoolique, etc. Le principe est toujours le même, j'apporte une molécule carbonée, par exemple du glucose, ben là ça sera même tout le temps du glucose. Je suis dans le cytoplasme de la cellule, je réalise une réaction chimique qu'on connaît bien, la glycolyse. Donc on sait ce que ça donne, 2 ATP, plus des transporteurs hydrogénés. Ces acides pyruviques qui se forment vont ensuite être dégradés en un sous-produit. Alors c'est là où ça change selon la fermentation. Ça peut être de l'acide lactique, ça peut être de la butyrique, ça peut être ce que j'ai dit tout à l'heure. Sauf que dans un muscle, puisque je vous rappelle qu'on est toujours potentiellement dans le muscle, bah dans le muscle, la fermentation qui aura lieu dans un muscle, c'est la fermentation lactique. 2 acides lactiques, donc c'est des petites molécules carbonées, 3 carbones, qui vont finalement récupérer de l'énergie, hein, enfin qui vont récupérer les hydrogènes du transporteur finalement, et ça va s'accumuler. Alors le fait que ça s'accumule dans le muscle, c'est pas génial, puisque c'est ça qui sera à l'origine des crampes. Ça va en fait bloquer les muscles et provoquer des douleurs. Voilà. Donc l'acide lactique ressort évidemment petit à petit dans le sang, mais quand il s'accumule en excès dans le muscle, ça provoque les crampes. Alors
L'avantage, hein, c'est quand même que le muscle peut produire de l'énergie même en absence d'oxygène. C'est d'ailleurs comme ça qu'on obtient des crampes. C'est si vous faites un effort et que vous ne respirez pas assez, il n'y a pas assez de dioxygène qui arrive par le sang, du coup votre muscle il se met en mode fermentation, fermentation lactique, crampe. Si vous voulez évacuer la crampe, enfin ne plus avoir mal, il suffit d'hyperventiler pour hyperoxygéner le muscle pour qu'il redémarre en mode respiration. Bon, le rendement est moindre pour la fermentation, mais c'est mieux que rien. Ça permet de dépanner le muscle, même si ça peut aussi provoquer une douleur. Alors vous avez ensuite une série d'exercices qui vous est donnée. Donc là aussi, vous êtes assez grand pour stopper, essayer de les faire, hein, puis stopper la vidéo. Voilà. Transformer ce texte en un schéma explicatif. Alors je vais aller assez vite, hein, parce que je dirais que vous lisez l'exercice, vous y réfléchissez. Et moi, je vous propose déjà de regarder un petit peu tout le vocabulaire qu'il y a dans ce texte. Il y a alors le phosphate, on en a déjà entendu parler, l'ATP, on en a déjà entendu parler. Par contre, dans le muscle, il y a une réserve d'ATP, c'est indiqué, hein, une réserve d'ATP particulière qui s'appelle la phosphocréatine. Et si vous, alors, qui permet d'avoir une réserve de 30 secondes d'ATP pour le muscle. C'est un stock d'ATP qu'il a sur place. Alors si vous avez compris le texte, vous avez en fait la phosphocréatine qui devient de la créatine. La liaison ici qui est très riche en énergie se casse, ce qui permet la synthèse d'ATP qui va permettre la contraction du muscle. Donc vous épuisez vos réserves en 30 secondes, ce qui permet une contraction du muscle. C'est pour ça que j'ai illustré ça par pas un marathonien justement, un sprinter, parce que 30 secondes, le record du 100 mètres, c'est 9 secondes et des poussières. Bon, c'est les sprinteurs qui vont utiliser cette voie énergétique pour les muscles. Donc en gros, ils n'ont pas besoin de respirer. Hein. Ils n'auraient pas besoin de respirer. Le fait qu'ils respirent n'apporte rien en termes d'ATP, puisque de toute façon, ça se passe sans oxygène. Simplement, ils respirent pour ensuite recréer leur ATP par respiration, reconstruire leur réserve énergétique dans les muscles. Alors c'est aussi pour ça que les sprinteurs ont des gros muscles, parce que qui dit gros muscle dit beaucoup de phosphocréatine, puisque c'est une réserve dans le muscle, donc beaucoup d'ATP en réserve. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Par contre, le marathonien qui va lui faire 42 quelques kilomètres, il faut qu'il se transporte pendant longtemps, donc il n'a pas intérêt à peser lourd, donc ils vont plutôt être pas rachitiques, mais assez effilés, affûtés comme on dit, avec des muscles performants, capables de bien travailler, même avec peu d'oxygène. Deuxième exercice, un petit calcul. Vous devez calculer le rendement énergétique de la respiration par rapport à la fermentation. Je vous rappelle que le rendement énergétique, c'est pour 100 kJ initial, donc en unité d'énergie, hein, on parle en kilocalories ou en kilojoules, l'unité internationale c'est le joule. Donc pour 100 kJ initial, combien de kilojoules récupère-t-on dans la molécule? Là aussi, vous pouvez bloquer la diapo et essayer d'y réfléchir. Voilà les réponses. Donc, dans le cas de la respiration, j'ai 2860 kJ au départ, j'en obtiens 0 à la fin, ça veut dire que j'ai tout récupéré. J'ai vraiment extrait le maximum d'énergie du glucose, j'ai donc extrait 100%. On obtient 100%, quoi, si on fait notre règle de 3. Même travail avec la fermentation, j'en avais 2860, il m'en reste 1330, donc j'en ai récupéré 1530, c'est avec ce chiffre-là qu'il faut faire le produit en croix. Résultat des courses, 53%. Donc vous voyez que la fermentation est nettement moins bonne en termes de rendement énergétique. DQCM, vous y réfléchissez, vous bloquez le film, ou vous l'avez déjà fait, voilà les réponses. Voilà, j'insiste pas beaucoup de commentaires. Voilà les réponses. C'est de la lecture de graphique. Alors par contre, on s'était rendu compte avec les élèves que le graphique n'était pas très facile à lire. En abscisse, vous avez la vitesse des personnes qui sont testées. On leur impose un effort de courte durée à 16 km/h, 18 km/h, 20 km/h, etc. Et puis en ordonnée, la quantité d'acide lactique, quantité de lactate ou d'acide lactique formé dans les muscles. Chez des sujets entraînés, c'est la courbe qui est là, chez des sujets non entraînés. Donc on voit bien, enfin c'est les réponses qui sont là, mais que pour les sujets entraînés, par exemple à 20 km/h, pour un effort de courte durée, un sujet entraîné produit beaucoup moins d'acide lactique qu'un sujet non entraîné, donc il est beaucoup plus performant. Je vous rappelle que l'acide lactique, ça bloque la contraction musculaire, ça la perturbe, c'est douloureux. Par contre, en dessous de 14 ou 13, je crois qu'il vous disait 13, donc voilà, à 13 km/h, entraîné ou pas, ça ne change pas grand-chose.
Alors, encore, alors là, vous avez plusieurs documents qui concernent les spermatozoïdes, hein, des deux côtés de votre page, hein. Là, je suis à la page 9 et 10. Quand vous avez regardé un petit peu tous les documents, vous arrivez à tout ça. En fait, tout est, presque tout est juste. Un spermatozoïde ne peut se déplacer qu'en présence d'ATP, c'est ce qu'on voit ici. Un spermatozoïde produit de l'ATP en réalisant la glycolyse, c'est ce qu'on voit ici. Un spermatozoïde produit de l'ATP en réalisant la respiration cellulaire, ça c'est le cercle rouge, c'est ce qu'on voit ici. Il faut lire l'énoncé pour comprendre. Et enfin, le liquide séminal contient des éléments nécessaires à la mobilité des spermatozoïdes, c'est ce qu'on voit ici, le fructose, puisque le fructose est utilisé pour produire de l'ATP. Voilà. Le cycle de Krebs, voilà ce qui est juste dans cet exercice 4. Je ne commente pas parce que c'est quand même l'application pure et dure du cours qu'on a fait il y a 2 minutes. Allez, on continue. Alors celui-là, on ne l'a pas encore fait, mais on le fera peut-être pas d'ailleurs finalement. Voilà, je vais afficher toutes les réponses, on va quand même les commenter. Ça clignote de partout, je m'étais bien amusé. Hop, pardon. Voilà, en fait, je fais le lien entre ce qu'il faut voir et la réponse. Donc on voit ici que la protéine PG1 est plus fortement exprimée après une période d'entraînement. Bah oui. Variation de la concentration en PG après la période d'entraînement, même en prenant... Alors, évidemment, si on prend la barre d'erreur, bah, finalement, c'est le même résultat, hein. Donc, je serais presque tenté de ne pas entourer cette réponse A. Si on prend en compte la barre d'erreur, et on doit la prendre en compte, finalement les résultats sont identiques. La protéine PG est impliquée dans la multiplication des mitochondries, c'est ce qu'on voit ici, dont l'expression est associée à la multiplication des... Bon, c'est carrément écrit, hein. La protéine PG déjà permet une augmentation du niveau de l'activité mitochondriale. L'activité mitochondriale est estimée à partir de... est estimée à partir de la concentration d'une enzyme de la chaîne respiratoire COX. Ok, alors on voit que chez les personnes qui n'ont pas, qui sont mutantes, hein, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus la protéine, on s'aperçoit qu'il y a moins de COX. S'il y a moins de COX, ça veut dire que l'activité est faible. Donc, si j'ai moins de protéines, l'activité mitochondriale est plus faible. C'est bien ça. Donc la protéine PG permet une augmentation de l'activité mitochondriale. Voilà, c'est une cascade de raisonnement, mais on y arrive. La protéine PG semble augmenter l'expression de la protéine COX. Bah oui, puisque si vous faites muter la protéine PG, bah vous avez moins de COX qui est produite. Là, la protéine PG est mutée et il y a moins de COX. Et enfin, l'entraînement pratiqué par les sportifs permet une augmentation de l'activité mitochondriale. Je ne sais pas où c'est qu'ils le disent, ça. Vous chercherez, je ne vois pas, je ne me rappelle plus. Allez, dernier, je crois que c'est le dernier. Ouais, c'est le dernier QCM. Voilà, je vous laisse regarder ça. Si vous avez des questions, vous pouvez me demander, mais a priori, qu'est-ce qu'on fait en abscisse? Plutôt que de regarder le QCM, moi je vous commente le graphique, hein. En abscisse, c'est le temps qui passe, mais je vais mesurer donc des mitochondries isolées, hein. On travaille sur des mitochondries isolées et on leur apporte quelques produits, puis on regarde la teneur en oxygène. Quand j'apporte du glucose sur des mitochondries isolées, quand j'apporte du glucose, ça ne leur fait rien. Ça ne change pas la teneur en oxygène, c'est normal. Si vous regardez la réaction chimique à gauche, le glucose n'entre pas dans les mitochondries. Dès que vous amenez des pyruvates, la teneur en oxygène diminue. Pourquoi? Parce que le pyruvate qu'on apporte ici va permettre la formation de NADH, et ce NADH va rentrer dans la chaîne respiratoire et ça va faire consommer le dioxygène. Si vous bloquez la chaîne respiratoire, là évidemment la teneur en oxygène ne change plus puisque vous empêchez l'utilisation de l'oxygène. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, comme on a des réactions en série, c'est une cascade, hein. La glycolyse est indispensable au déroulement de la respiration mitochondriale. Oui, la glycolyse est indispensable parce qu'elle produit des transporteurs hydrogénés. Si vous n'avez pas de glycolyse, il n'y a pas de transporteur hydrogéné, il n'y a pas d'acide pyruvique qui peut aller produire à nous, etc., quoi, hein. Si vous bloquez ici, tout est bloqué. C'est logique. Alors, dernier petit paragraphe dans ce cours, c'est l'histoire du dopage, puisqu'on peut effectivement doper le corps avec différents produits chimiques et augmenter notre capacité musculaire. Alors, j'ai pris un exemple, hein, il n'y en a pas 50 d'ailleurs, les stéroïdes anabolisants, hein, pour doper la masse musculaire, hein.
Et donc la question qui vous est posée à la page 12, c'est de proposer une explication de l'effet dopant des stéroïdes anabolisants sur la masse musculaire. Il faut vous expliquer en quoi ça va augmenter la masse musculaire et puis les risques que ça va donner de se doper, même si on sait bien qu'il y a des risques. Alors vous voyez ici une molécule de testostérone, vous voyez ici une molécule de nandrolone. Quelle forme 3D remarquez-vous? Que peut-on supposer sur le rôle de la nandrolone, sachant qu'il vous est écrit que la testostérone agit sur les cellules cibles en se fixant sur des récepteurs spécifiques? Ben, on peut penser que la nandrolone va jouer le même rôle que la testostérone. C'est pas plus simple, pas plus compliqué que ça, hein. Puisqu'elles ont la même forme 3D ou une forme 3D très proche, ben, la nandrolone va pouvoir se fixer. Alors, deuxième document, on mesure donc chez des personnes hein, le volume d'un muscle, quadriceps, la masse musculaire, et on fait augmenter la dose de testostérone injectée. Alors là aussi, on voit bien que plus j'injecte de la testostérone, plus la masse musculaire augmente. La variation est d'ailleurs importante, et puis du coup, voilà. Dans le cas d'un muscle, puis dans le cas de tous les muscles. Bon, donc du coup, ben, si on relie les deux documents, la testostérone permet l'augmentation de la masse musculaire et la nandrolone agit comme la testostérone puisqu'elle a la même forme 3D. Un autre effet non voulu, évidemment, des stéroïdes anabolisants, c'est ce qu'on voit dans ce document. On mesure le volume des testicules chez un garçon, forcément, au cours du temps, chez une personne groupe témoin, puis chez une personne consommatrice de stéroïdes. Bon, ben, on voit que le volume des testicules diminue. Bon, ben là, ça fait par rapport à la question, hein, c'est les risques, c'est un des risques, c'est pas le pire d'ailleurs, mais enfin, c'est un des risques de l'usage fréquent des stéroïdes anabolisants. Et puis là, ben, vous avez un tableau qui laisserait penser que justement, il faut bien regarder ce qui est une preuve et ce qui n'est pas une preuve. Et en fait, ben, on en a bien parlé d'ailleurs pendant le Covid avec le docteur Raoult, là, qui ne randomisait pas ses expériences, ou pas toutes du moins. Et donc en fait, ce qu'on veut dire par randomiser, ça veut dire tout simplement qu'il faut qu'il y ait une expérience témoin. C'est-à-dire c'est bien beau d'injecter à des personnes un produit, mais il faut une référence. Donc cette manip-là, elle vaut la peine d'être étudiée puisqu'on a une référence, elle est randomisée. Et puis il faut aussi que ça concerne un grand nombre de candidats. Alors si vous regardez cette expérience-là, on mesure durant 20 semaines le volume et la masse musculaire en fonction de la testostérone, étude randomisée. Bon, bah, du coup, voilà. Et ça veut dire que justement les volontaires ont au hasard et ils ne savent pas s'ils vont recevoir ou pas. Donc si l'étude est randomisée, ben, on peut considérer que ça vaut le coup de l'étudier. Par contre, cette étude-là, si vous lisez dans le document 3 le détail, résultat une étude sur 4 personnes. On étudie sur 4 pauvres personnes. Et en fait, on compare à deux groupes, deux cas, deux participants consommateurs, deux participants. Alors évidemment, il y a des témoins, hein, une référence, mais enfin, une référence de deux personnes. Là, on peut peut-être discuter de la fiabilité des résultats. Donc dans vos résultats, il faut toujours regarder un petit peu les marges d'erreur. Là, elles sont significatives, parce que si je prends le plus grand marge d'erreur possible, de toute façon, je suis en dessous de résultats minimum. Enfin, voilà, donc on est bon, hein. On a bien un effet de la testostérone sur la masse musculaire. Mais il faut quand même lire, ou si on vous donne l'information, à savoir sur combien de personnes c'est fait et s'il y a des témoins. Et même s'il y a des témoins, s'il n'y a que deux personnes témoins, ça fait quand même un peu léger. On peut être un petit peu sceptique. Bon, mine de rien, elle a été répétée sur d'autres personnes, c'est vrai, hein, effectivement, ça fait diminuer le volume des testicules. Voilà, eh bien je crois que ça nous fait encore un cours qui a duré 29 minutes. Bonne journée à vous.